Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur la valorisation du label Green Marine Europe au sein du programme EVE. Je m'appelle Marlène Finn et je travaille chez EcoCO2 au sein du programme EVE et notamment sur le dispositif FRET 21. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Antidia Sitores, qui est porte-parole de Surfrider Europe, et Philippine Huck, qui est chargée de mission Green Marine Europe et notamment en charge du dialogue entreprise chez Surfrider Europe. Bonjour à tous, on attend les derniers connectés. On va vous laisser quelques minutes de plus. Vous êtes déjà une trentaine, mais peut-être une petite minute d'attente. Pour ceux qui auront des questions, n'hésitez pas à utiliser le question à nous adresser, puisqu'on aura des courtes présentations pour faciliter l'interaction. Merci à vous. En attendant, on va vous rappeler pour ceux qui sont présents, et puis, alors c'est vrai que vous êtes quand même assez habitués au format de webinaire, mais un mot sur les détails techniques. Pour tout souci, vous avez un bouton aide que vous pouvez solliciter. Vous avez aussi des personnes de notre équipe qui sont en modérateur à qui vous pouvez poser des questions dans le chat. Vous pouvez télécharger le support de la conférence en téléchargeant, en appuyant sur le petit bouton nuage et flèche là qui se trouve normalement sur votre écran. On vous enverra le replay par mail. Vous pourrez aussi revoir le webinaire ou le partager en vous connectant sur la chaîne YouTube du programme. Et puis, comme le disait Antidia, format un peu habituel pour le programme, on prévoit 30 minutes de présentation et puis 15 minutes d'échange avec vous à la fin pour que vous puissiez poser les questions que vous avez sur le sujet, toujours donc dans la rubrique questions que vous avez sur la droite. Allez, comme ça fait 3 minutes, on va démarrer. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous faire découvrir ce qu'est le label Green Marine Europe et aussi de vous expliquer comment cet outil, qui est un outil de monitoring de la performance environnementale du shipping, est désormais valorisé dans le programme EVE et notamment dans le dispositif FRET 21. Donc, l'idée, justement, dans un premier temps, c'est qu'on puisse rappeler rapidement, brièvement, ce qu'est le programme et aussi quelle est la place du transport maritime dans ce programme EVE. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Philippine Huck et Antidia Sitores, qui vous présenteront les enjeux environnementaux du transport maritime et enfin le fameux label Green Marine Europe. Donc un mot d'introduction, comme je le disais, sur ce qu'est le programme et quelle est la place du transport maritime dans le programme EVE. Et qui va vous permettre en fait de comprendre justement pourquoi ce webinaire existe aujourd'hui et comment du coup ce label va pouvoir demain être valorisé dans le programme EVE. Donc le programme EVE, c'est un programme d'accompagnement des entreprises pour la réduction de leur impact énergétique et de leur impact environnemental, spécifiquement dans leur activité transport et logistique. C'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Et il est piloté par l'ADEME, qui est le porteur pilote du programme, et il est mis en œuvre par 7 porteurs associés, dont fait partie EcoCO2, mais aussi les fédérations professionnelles, dont le rôle est de représenter les entreprises et de les sensibiliser. Ce programme EVE, c'est un programme global qui est motivé par l'idée que chaque acteur de la chaîne de valeur du transport et de la logistique a un rôle à jouer pour réduire les émissions de CO2. Il est composé de 3 dispositifs, RED 21, EVCOM et Objectif CO2, et aussi d'une plateforme d'échange de données dont le but est de faciliter la collaboration entre les acteurs engagés dans le programme.
Le programme EVE existe depuis 2008 et il a des résultats déjà très concrets. Près de 3500 entreprises ont déjà été sensibilisées au programme par les fédérations professionnelles et informées des enjeux de la décarbonation du transport et de la logistique. Et 1700 d'entre elles se sont engagées sur un plan d'action de réduction de leur empreinte carbone à 3 ans, avec on va dire un objectif collectif de réduction, une moyenne de 10%. Donc voilà, on est plutôt assez content des résultats. Vous voyez accompli en tout cas jusqu'ici, hein, vous voyez comment ça se décompose par profil d'acteur, puisque je rappelais que l'idée c'est vraiment de faire travailler chaque acteur de la chaîne de valeur transport. Et j'ajoute aussi que 487 entreprises de transport ont été labellisées dans le cadre du programme, notamment dans le cadre du label Objectif CO2. Donc, un mot là maintenant sur le transport maritime dans le programme EVE. En fait, il se trouve que dans le dispositif FRED 21, donc qui s'adresse aux donneurs d'ordre, hein, dont vous faites majoritairement partie, puisqu'on sait qu'il y a une majorité de chargeurs qui sont présents à ce webinaire, 50% d'entre vous choisissez des périmètres d'engagement mondiaux. Et donc, c'est pour ça que le transport maritime représente finalement une part importante des tonnes kilomètres des engagements que vous prenez. Ça représente à peu près 30% des tonnes kilomètres des 185 entreprises qui sont aujourd'hui engagées dans FRED 21. Donc, il y a vraiment une attente sur des solutions pour travailler ce sujet-là, ce sujet du transport maritime, étant donné la part que prend en fait ce mode de transport dans les engagements des entreprises. Et donc, comme vous allez le voir avec Antidia et Philippines, en fait, ce label, c'est vraiment une boîte à outils pour vous aider en tant que donneur d'ordre à monitorer la performance environnementale du shipping, à mieux connaître les pratiques des armateurs et à terme, d'arriver à travailler avec ces acteurs-là pour améliorer cette performance environnementale. Dans FRED 21, on fait travailler les chargeurs sur 4 axes d'action. Et en fait, l'idée, c'est que ce label Green Marine Europe devienne un nouveau levier pour vous aider à agir sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, sur le transport terrestre, il y a un référentiel de référence qui est le label Objectif CO2, qui permet d'identifier les entreprises de transport qui ont la meilleure performance. Donc, il y a ce point de repère-là. Il y a le point de repère également de l'engagement volontaire dans la charte Objectif CO2 ou bien dans le dispositif EVCOM pour les commissionnaires. Et l'idée, c'est que désormais, il vous est vraiment recommandé d'explorer, de vous familiariser avec ce label Green Marine Europe pour le transport maritime, parce que vous allez voir, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'établir quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par les armateurs. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Antidia et Philippines, qui vont vous présenter quels sont les enjeux environnementaux du transport maritime. Un grand merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Marlène ainsi que le programme EVE pour la place faite à Green Marine Europe. Antidia et moi-même, nous sommes ravis de participer au nom de Green Marine Europe à ce mouvement en faveur d'un transport de marchandises qui soit plus durable. Alors, qui est Surfrider Foundation Europe et comment diable une ONG environnementale s'est retrouvée à travailler sur un projet de certification comme Green Marine Europe. Donc, Surfrider Foundation Europe est une ONG européenne qui est dédiée à la protection de l'océan et qui a été fondée dans les années 90 par une poignée de surfeurs sur la côte basque. À ce moment, l'objectif était avant tout de protéger les spots de surf de la pollution. Mais en 30 ans, l'ONG a énormément évolué et s'est structurée autour de 3 grandes thématiques sur lesquelles nous travaillons quotidiennement, qui sont les déchets aquatiques, la qualité de l'eau et la santé des usagers, et enfin le changement climatique et l'aménagement du littoral. Donc pour travailler sur ces 3 thématiques, nous explorons divers modes d'action qui vont du plaidoyer à la sensibilisation, au contentieux, l'éducation, les sciences participatives. Et
ce positionnement a amené Surfrider à s'intéresser au transport maritime, parce qu'au fond, il touche justement ces 3 grandes thématiques. Les déchets, notamment par le biais des pertes de conteneurs qui peuvent arriver, la gestion des déchets ménagers d'équipage, on a les pollutions chimiques, les marées noires, les dégazages, etc., qui vont affecter bien sûr la qualité de l'eau, et enfin le changement climatique, notamment par le biais des émissions de gaz à effet de serre générées par les navires en fonction de leur choix de propulsion. Donc Surfrider s'est particulièrement intéressé au transport maritime et participe désormais depuis de longues dates aux discussions qui se passent à la fois au niveau international et européen sur le sujet, aux côtés d'autres ONG. Et dans le cadre de ce travail de plaidoyer qui dure depuis déjà de quelques années, est venue l'idée de développer un outil d'engagement volontaire destiné aux armateurs et de le développer en collaboration avec un certain nombre de parties prenantes, et notamment les armateurs, de manière à ce qu'il soit utilisable à la fois par les armateurs pour monitorer leurs impacts et aussi par leurs partenaires, c'est-à-dire notamment les chargeurs. Mais je laisserai Antidia vous en dire davantage tout à l'heure. Je voulais prendre quelques minutes en introduction de mon propos pour vous parler plus précisément des enjeux clés du transport maritime au niveau environnemental. En quoi le transport maritime affecte l'océan? Alors, il est susceptible de générer un certain nombre d'impacts et bien sûr le plus connu, le plus médiatisé, celui dont vous entendez tous parler depuis des années, c'est bien sûr le climat, parce que c'est évidemment essentiel d'agir sur le sujet. Mais ce challenge agit également comme un arbre qui cache la forêt, parce qu'un certain nombre d'enjeux, notamment les enjeux de biodiversité par exemple, sont davantage méconnus du grand public, alors qu'ils ont un impact certain sur l'océan. Donc là, les 8 thématiques que vous voyez ici sont les 8 couvertes par le label Green Marine Europe, dont Antidia vous parlera bien sûr tout à l'heure. Et pour ma part, je vous propose de passer rapidement sur chacune de ces thématiques pour vous les expliquer. Et je vais bien sûr commencer par la moins connue pour arriver à la plus connue, qui est donc le climat. Alors, la première, ce sont les espèces aquatiques envahissantes. Alors, un navire qui voyage d'un écosystème à un autre est susceptible d'embarquer avec lui des petits organismes vivants qui ont la possibilité de coloniser et de détruire des écosystèmes entiers. Donc, comment ça peut se passer? Déjà par les eaux de ballast. Alors les eaux de ballast, ce sont des eaux que le navire va prendre à bord, si je puis dire, pour s'équilibrer, et qui va bien sûr être plein de cette biodiversité qui, une fois rejetée dans un écosystème qui n'a rien à voir à l'écosystème de départ, peut générer des gros dégâts. Et c'est également le cas pour des petits coquillages qui peuvent se fixer sur la coque des navires et ainsi venir se déposer dans d'autres écosystèmes en prenant une place écologique au détriment des autres espèces. Donc cela peut générer de gros dégâts. Et pour cela, les armateurs ont la possibilité d'avoir des systèmes de gestion de ces eaux de ballast qui soient très performants, ou alors des peintures de coques qui soient adaptées pour éviter des contaminations. Autre enjeu qui est donc le bruit sous-marin. Un navire fait beaucoup de bruit à l'air libre, mais il en fait encore plus sous l'eau. Et ce bruit a un impact assez tragique sur les cétacés, dans la mesure où ça peut profondément impacter leur mode de vie, notamment leur route de migration, leur système de communication ou leur reproduction. Et d'autant plus dans les espaces avec de forts passages comme la Méditerranée, comme les détroits. Et un autre dommage par rapport aux cétacés, ce sont les éventuelles collisions d'un navire avec les cétacés qui, bien sûr, peuvent être mortelles. Donc là aussi, un certain nombre de technologies peuvent être utilisées par les armateurs pour réduire le bruit d'un côté, mais aussi mieux suivre les mouvements des cétacés de manière à adapter la route et les éviter. Un troisième enjeu qui est les rejets huileux. Les rejets huileux sont particulièrement liés au nettoyage des cuves de fioul, et pour cela, il y a des possibilités de bonnes pratiques et des technologies qui permettent des systèmes de séparation des eaux huileuses et des eaux propres.
La fin de vie des navires est parfois un angle mort en tout cas de l'attention du public sur toute la chaîne du transport maritime. Et bien sûr, la fin de vie des navires, au même titre qu'une installation industrielle, qu'une plateforme en mer, etc., a besoin d'un démantèlement adapté de manière à ne pas avoir d'impact sur les personnes qui s'en chargent et aussi sur les littoraux sur lesquels ce démantèlement peut se passer. Donc là, il y a un enjeu à ce que les armateurs puissent sélectionner de meilleurs prestataires qui soient capables de faire ce démantèlement en toute sécurité. La gestion des déchets à bord est aussi susceptible d'être un défi. Donc on a bien sûr différents types de déchets. On a les déchets ménagers qui sont liés soit aux passagers, soit à l'équipage. Pour le transport de conteneurs, il est possible pendant une traversée que des conteneurs s'échappent du navire, soit parce que à cause de fortes de vent, des mouvements du navire, et il peut y avoir aussi certains résidus de cargaison. Donc là, les armateurs peuvent mettre en place des systèmes de meilleure gestion des déchets à bord, mais aussi pour la perte de conteneurs, un meilleur système de monitoring de ces conteneurs. Avant-dernier enjeu, qui sont les émissions atmosphériques, donc notamment l'oxyde de soufre, l'oxyde d'azote et les particules fines. Alors bien sûr, tous ces éléments ont un impact, comme dans d'autres secteurs, hein, ont un impact avant tout sur la qualité de l'air, ce qui est un problème dans les zones portuaires qui peuvent être qui peuvent avoir une grande densité de navires. Donc là aussi, un certain nombre d'équipements et de pratiques permettent de réduire ces taux à des niveaux plus acceptables au niveau local. Et enfin, bien sûr, le dernier enjeu que vous connaissez tous, qui est crucial, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Le transport maritime émet un petit peu moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, donc c'est considérable et une décarbonation du secteur est très urgente, comme vous l'imaginez. Les gaz à effet de serre sur un navire dépendent avant tout du mode de propulsion, mais aussi du choix du carburant et des pratiques de pilotage du navire. Et il s'avère que le transport maritime connaît ces dernières années un certain nombre de transformations assez fortes. Donc on a bien sûr une sortie de Covid qui a été très intense avec une hausse des tarifs que certains ont déjà pu constater. Il y a une hausse des prix du carburant, notamment dans ce contexte de conflit. Et bien sûr, et là c'est ce qui nous, en tant qu'ONG, nous intéresse particulièrement, c'est cet impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui se traduit notamment également par une multiplication des réglementations à la fois au niveau international et au niveau européen. Donc là, bien sûr, une réduction des émissions de gaz à effet de serre est bien sûr urgente, mais ça peut également devenir un levier stratégique pour maîtriser les coûts liés au transport de marchandises. Donc là, les leviers aujourd'hui sont encore en plein développement du côté des armateurs. Il y a un certain nombre de technologies ou de pratiques qui sont en développement, comme la propulsion vélique, le slow steaming, donc l'idée étant d'avancer plus doucement de manière à économiser le carburant et les émissions de gaz à effet de serre, avec l'espoir bien sûr que la combinaison de toutes ces technologies amène à une trajectoire qui aille vers le zéro émission d'ici 2050. C'est un grand défi. Je laisse maintenant la parole à Antidia pour qu'elle vous partage le fonctionnement du label Green Marine Europe. Bonjour à tous, merci Philippine. Et donc sans transition, allons au cœur du sujet. Qu'est-ce que Green Marine Europe? Donc c'est une certification créée avec les armateurs. Je sais que Louis Dreyfus Armateur est dans la salle, donc l'ensemble des armateurs peuvent collaborer à la gouvernance et à la création des critères autour des 8 enjeux qu'on vous a proposés pour justement mettre en place une évolution de leur performance, une évaluation de la performance et au final informer à la fois leurs parties prenantes et à terme les consommateurs. Donc comment travaillons-nous ensemble? Il faut savoir que c'est un modèle qui a été
exporté d'Amérique du Nord, qui existe depuis plus de 10 ans là-bas, et qui a permis déjà de certifier près de 70 armateurs sur ce continent. Et nous avons créé le modèle européen en 2019 et plus de 22 armateurs nous ont rejoints pour la dernière édition. Donc comment fonctionne la gouvernance? Elle est, donc fonction, des parties prenantes, fonction des intérêts, en présence. Donc comme vous pouvez le voir, il y a aussi bien, le ministère qui est aussi présent dans la salle, je les salue, que, des armateurs de différents secteurs. L'ensemble des armateurs de France sont, représentés, ici, mais on a également, différents corps, de métiers, avec aussi bien des chargeurs comme l'Eurocima ou Volcom, ou bien, des ONG ou encore, des financeurs. La richesse et la diversité de ce comité d'élaboration des critères permet justement d'avoir, une approche innovante par rapport à l'ensemble des enjeux, cités, comme le démantèlement du navire. Donc c'est aussi quand on pense carbone, on pense à l'ensemble du cycle de vie, du navire et on pense aussi à des moyens de propulsion tels que l'appui vélique, que testent la plupart des armateurs à l'heure actuelle. Donc les armateurs qui nous ont rejoints, vous le voyez, sont de secteurs très diversifiés, très différenciés. On va du ferry qui transporte aussi, des marchandises, notamment quand on est, sur des liaisons, insulaires. On va avoir, des poseurs de câbles, je pense à Orange Marine, mais également, CMA-CGM qui va travailler, sur, des matières ou des produits conteneurisés, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je citais tout à l'heure Louis Dreyfus Armateur ou la Socatra, donc là on va être, plutôt, sur du vrac, c'est-à-dire, des céréales, des, produits, liquides, substances, chimiques, c'est le cas aussi, pour Sogestran ou encore, des navires à passagers et là, dans ce cadre-là, on peut en plus, délivrer aux passagers directement l'information de sur quelle compagnie, on, travaille et ce qui est, assez intéressant, je vais prendre le cas de TOWT par exemple, c'est la possibilité de savoir quelle marchandise et de travailler sur cette traçabilité a été, embarquée et de pouvoir à terme, aussi bien dans le reporting extra-financier que, dans le cadre de la communication auprès du grand public, être en capacité de dire: voilà, je suis certifiée Green Marine et je peux vous informer que cette marchandise, elle est peut-être bio, elle est peut-être Max Havelaar et en plus, elle bénéficie, d'une approche environnementale, de performance environnementale comme tout, le programme EVE, d'être en capacité de dire: «Bah, moi, je fais attention en particulier à cette question de la réduction des CO2 quand j'ai une marchandise qui, comme 99 des marchandises, passe par la mer. Donc c'est vraiment l'idée d'amener de l'eau salée, dans le programme EVE. Donc dans ce cadre-là, on va avoir, différents, niveaux de performance et ces niveaux de performance, vont être classés, dans 5 catégories. Alors si on respecte la loi, on ne peut pas être certifié Green Marine Europe. Il faut absolument être déjà en niveau 2 pour, pouvoir, bénéficier de la certification. Cette certification, elle a l'avantage pour l'armateur de lui donner la capacité de créer sa feuille de route d'évolution, de progrès et de performance, environnementale. Se fixer cet objectif de décarbonation à 2050, hein, tous les armateurs qui sont, intégrés dans Green Marine Europe ont cet objectif, qui vise donc cette excellence et ils ont cet objectif d'amélioration continue. C'est-à-dire que la certification est renouvelée annuellement, sous la base d'un autodiagnostic et d'une vérification tous les 2 ans. Donc voilà brièvement, comment cela fonctionne de façon indépendante et transparente, puisque si vous voulez voir les résultats, du rapport, annuel, eh bien, ils sont publiés sur le site de Green Marine Europe et vous verrez les prochains résultats le 27 juin prochain, pour le dernier cycle de certification.
Je laisse du coup la parole à Philippine pour conclure sur les outils qui, vous, industriels, compagnies, marques, peuvent vous être mis à disposition dans le cadre du programme EVE au travers de cette nouvelle fiche. Philippine? Oui, tout à fait. Alors en fait, Green Marine Europe a peut-être utile pour un chargeur, pour un industriel ou une marque, pour appréhender ce sujet-là, dans la mesure où il a une certaine technicité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec une grande diversité d'enjeux qui nécessite un certain ticket d'entrée de connaissances. Un label comme Green Marine Europe peut permettre de traduire cette technicité, la technicité du transport maritime, dans un langage clair et partagé. Donc pour une direction RSE, un fonctionnement par niveau de 1 à 5 permet d'appréhender assez simplement le niveau d'excellence d'un armateur et ses axes de progression. C'est aussi un outil qui permet de créer ou de favoriser un dialogue entre le chargeur et les armateurs avec lesquels il travaille. Par exemple, le fait de demander les niveaux du label à un armateur permet d'avoir de valoriser la pertinence de ces informations RSE dans le cadre de la relation de partenariat. Et cela permet aussi aux chargeurs de favoriser des armateurs performants sur un critère ou sur l'autre, par exemple en demandant des armateurs qui aient un niveau minima 2 ou 3 sur tel ou tel sujet, en lien avec les orientations stratégiques de la stratégie RSE de l'entreprise. Ça a été le cas par exemple d'une entreprise comme Laberry Fine Food qui a utilisé le label pour avoir une meilleure compréhension de la performance environnementale de ses armateurs et l'établissement d'un dialogue sur le sujet. C'est un outil qui est co-construit, donc notamment avec des chargeurs, et cette gouvernance, nous avons la conviction que cette gouvernance diversifiée nous permet d'obtenir une diversité de points de vue qui favorise la pertinence de l'outil. Ces 8 thématiques aussi, on nous donne la garantie que d'une certaine manière, nous avons une vue, une appréhension de tous les sujets clés liés aux questions environnementales pour le transport maritime. Et bien sûr, il est communicable assez facilement aux autres parties prenantes, au même titre que d'autres outils sur d'autres enjeux que des directions RSE utilisent quotidiennement. Et cela m'amène à notre dernier sujet, si je puis dire, qui sont nos projets, notamment par rapport aux entreprises. Le premier projet serait d'encourager les entreprises à justement développer ce dialogue avec leurs armateurs, donc par exemple avec l'aide de Green Marine, sur les questions environnementales. Voilà. Et le deuxième projet, qui sera un projet de plus longue haleine, serait de mettre à disposition des consommateurs les résultats de Green Marine Europe sur les produits qui auront été transportés. Et là, il sera indispensable pour nous de travailler avec les chargeurs pour mieux comprendre comment communiquer cette performance d'une manière adéquate par rapport à tous les autres enjeux qui sont partagés aux consommateurs. Voilà, donc pour ces 2 sujets, nous on sera ravis d'échanger avec vous si cela rejoint certaines de vos interrogations pour le futur. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour discuter davantage de ces 2 éléments. Merci beaucoup à vous deux. Moi, j'ai trouvé votre intervention hyper intéressante. Et alors, je souligne juste un aspect qui rejoint en fait à la fois ce que l'on fait dans le programme EVE et aussi, je pense, des besoins qu'on identifie quand on accompagne les entreprises dans le dispositif RED 21. Vous avez dit que Green Marine permettait d'établir un dialogue. Et en fait, je trouve que c'est particulièrement vrai, dans le sens où vous avez construit un référentiel qui va permettre de flécher des enjeux et donc permettre d'avoir un dialogue commun. Parce que pour dialoguer sur un sujet, il faut que les 2 parties soient à peu près informées justement des enjeux, comme vous venez de nous les présenter. Et je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant dans votre initiative parce que voilà, on va avoir des donneurs d'ordre et des armateurs qui vont pouvoir discuter d'une liste de sujets un petit peu fléchés qui, comme vous l'avez dit, ont été co-construits avec les uns les autres.
mais qui va permettre, voilà, à la fois ce dialogue entre celui qui passe la commande et celui qui réalise le transport, et puis aussi, comme vous dites, et également, voilà, les armateurs entre eux. Et c'est vraiment, voilà, une dynamique qu'on retrouve aujourd'hui dans le programme EVE et qui fait avancer les choses. Donc, voilà. Et en synthèse, j'avais prévu cette petite slide pour illustrer peut-être un peu plus, de manière un peu plus précise, comment le label Green Marine Europe pourrait être valorisé dans l'engagement fret 21 d'un chargeur. L'idée, en fait, ça va être qu'un chargeur pourra créer ce qu'on appelle une fiche action, dans notre langage un peu technique, puisque vous avez compris, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, qu'on fait travailler les entreprises sur des plans d'action. Et donc, demain, dès aujourd'hui, vous pouvez, dans vos engagements fret 21, définir une fiche action dont l'objectif, ça sera d'augmenter la part des tonnes kilomètres qui vont être transportées par des armateurs labellisés, et cela en tenant compte du niveau qui va être atteint par l'armateur. Donc, Antidia et Philippine vous ont parlé de 5 niveaux. Et en dessous du niveau 3, l'idée, c'est que vous pourriez prévoir dans votre propre plan d'action une fiche action qualitative, qui est de dire, voilà, donc sans quantifier d'émissions de CO2. Et puis, vous pourrez aussi choisir de modéliser une fiche action quantitative, ce qui veut dire que dans votre engagement fret 21, on viendra tenir compte du coup d'une réduction d'émissions, comme on le fait aujourd'hui pour le label Objectif CO2. Donc, dans le niveau 4, on tiendra compte de 2% de réduction de gaz à effet de serre sur les tonnes kilomètres qui sont réalisées par des armateurs labellisés. Et si l'armateur atteint un niveau 5, on tiendra compte de 3%. Ces pourcentages-là, c'est ceux qui sont audités par le label quand l'armateur est évalué sur ses actions. Voilà, donc on arrive à la fin de notre webinaire. On est plutôt pas mal sur le timing, sachant qu'on a démarré avec 2 minutes de retard. On va avoir un temps ensemble pour répondre à vos questions. Avant d'y passer, je rappelle qu'il y a un gros événement qui arrive bientôt, qui est le 9 juin, qui est la remise des trophées EVE, que l'on n'a pas pu faire en présentiel en début d'année. Donc on sera ravis de vous avoir, pour ceux qui peuvent être là, dans le 5e à Paris, à la Maison des Océans. Et j'avais pas fait le lien, c'est pas mal comme lien avec le sujet du jour. Et voilà, pour ceux qui peuvent être là, sinon ce sera aussi en virtuel. Vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous avez là ou sur le site internet du programme EVE. Et puis, avant de passer aux questions, encore un grand merci à Philippine et Antidia pour tout ce travail et surtout également aux différentes parties prenantes du label Green Marine Europe. Je voulais remercier aussi Philippe Conneau, qui est l'expert sur le transport maritime à l'ADEME, qui travaille beaucoup du coup avec l'équipe de la Surfrider Foundation. Et également, je voulais remercier l'AUTF qui a beaucoup œuvré pour que ce sujet avance aussi au sein du programme et qui, par ailleurs, mène une initiative particulièrement intéressante sur le transport à voile. Pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, l'AUTF a créé en partenariat avec France Logistique une association qui vise à créer 2 nouveaux services de transport à voile je reprends mes notes, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. L'idée étant d'avoir 2 liaisons en transport conteneurisé à voile dès 2024. Donc voilà. Et vous avez nos contacts si vous avez des besoins de nous contacter sur la slide également pour poser d'autres questions. Et maintenant, nous allons prendre peut-être le chat. Antidia et Philippine, est-ce que vous... Je peux commencer par la première question de Xavier Everer. Désolée si j'ai mal prononcé, sur la distinction entre Green Marine Europe et Green Marine. Donc, nous tendons à avoir 2 référentiels relativement alignés. Mais il faut savoir que le niveau 1 est fonction de la législation applicable dans l'aire géographique. Donc, par exemple, pour le démantèlement des navires, on va avoir un Green Marine Europe un tout petit peu plus exigeant que Green Marine États-Unis, puisque en Europe, on va avoir une législation sur le démantèlement des navires, donc qui est une législation européenne, alors que la Convention internationale n'est, elle, pas encore entrée en vigueur. Donc, on va pouvoir parfois avoir des petits gaps entre les 2 modèles, mais ils ont vocation à avoir la même exigence au global entre tous les critères confondus. Et je laisse Philippine répondre sur la question du slow steaming qui permet, en plus de réduire des CO2, de réduire le bruit. Philippine ?
Très juste. Alors du coup, la question est donc, en quoi le slow steaming peut réduire les émissions de gaz à effet de serre si la même quantité de marchandises doit être transportée? Alors, pour faire très simple, plus le navire va vite, plus il va avoir besoin de ressources pour y arriver. Et j'ai peut-être envie de prendre une image qui techniquement est peut-être pas parfaite, mais c'est un peu l'équivalent du chauffage d'une maison. Plus on va exiger une température haute, plus ça va nécessiter de l'énergie pour y arriver. C'est un peu le même mécanisme qui est à l'œuvre. Et donc en fait, le slow steaming, réduire la vitesse en exigeant en fait une rapidité moindre de la part du navire, globalement, les émissions, la quantité de carburant nécessaire est moindre, au même titre que plus on réduit le chauffage de sa maison, plus on va pouvoir réduire sa facture énergétique. Et peut-être... Alors, je sais pas si... C'est dans la rubrique peut-être questions. une dernière... oui, mais j'en vois une Mm. dans le chat de Madame Fornango. S'il y avait des armateurs labellisés, si j'ai bien compris votre question. Donc, vous avez le rapport de performance que je vais vous mettre dans la conversation. Donc, il y a déjà des armateurs qui ont été certifiés sur les 2 dernières années, comme Brittany Ferries ou la Sogestran, par exemple, compagnie maritime nantaise. Donc, il y en a déjà 11 qui ont été certifiés. Et là, au mois de juin, on va dévoiler donc les autres. Donc, je ne vais pas vous dire qui. C'est le jeu du suspense de savoir qui sont les nouveaux certifiés pour cette année. Donc, il y en a déjà qui sont certifiés. Et pour Monsieur Souko, je n'aurais pas des données à vous donner sur ces questions-là. En matière de qualité de l'air, je pense qu'il faut vous rapprocher peut-être d'organismes comme Atmos qui font les mesures, notamment dans les zones portuaires. Mais effectivement, s'il y a réduction des sulfures, il y a forcément un impact positif sur la santé. C'est vrai que vous avez quelques questions dans le chat et il y en a une autre dans la rubrique questions, je crois. Alors, je vais prendre la question de Monsieur Ménard. Donc, est-ce que les plus gros armateurs mondiaux sont engagés sur l'un ou l'autre label? Alors, je pense que CMA CGM fait partie des plus gros armateurs mondiaux, tout comme Louis Dreyfus Armateur, j'en sais un leader sur les questions de céréales notamment. Et donc aussi en Amérique du Nord, il y a des ferries qui sont parmi les leaders, soit d'air géographique aussi. Par exemple, Stena Line, c'est le leader des ferries de la Baltique, donc c'est un gros marché. Et comment être sûr que ces derniers puissent faire appliquer et respecter de nouvelles règles bonnes pratiques à leur navire? Eh bien, c'est tout le jeu, j'ai envie de dire, de la vérification et de l'obligation d'un progrès continu. C'est-à-dire qu'un armateur qui va être certifié Green Marine va pas se reposer sur ses lauriers pour continuer d'être certifié. Il va falloir que chaque année, il fasse une auto-évaluation et tous les 2 ans, une vérification. Et si il n'y a pas de progrès, donc c'est-à-dire il ne faut pas qu'il, non seulement c'est pas juste un maintien, mais un progrès continu, eh bien, il ne pourra pas continuer d'être certifié. Et je ne l'ai pas précisé, chaque critère est révisé tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'en plus, les exigences des critères augmentent tous les 2 ans. Et c'est pareil au Canada. Canada, États-Unis, c'est Amérique du Nord. Alors, pour la Chine et Taïwan, on n'a pas encore Green Marine Asie, mais on a déjà des sollicitations d'armateurs de ces zones géographiques. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup d'Européens qui vont en dehors de l'Europe. C'est le cas de Louis Dreyfus Armateur, c'est le cas de la Socatra, qui travaille beaucoup dans les zones pacifiques, et évidemment CMA CGM par exemple. Et on a Aranui, qui est aussi en Polynésie. Navigation intérieure, alors si vous entendez les eaux fluviales pour navigation intérieure, pour l'instant on n'a pas développé de référentiel sur les navigations fluviales, et si vous dites navigation intérieure pour mer territoriale, c'est effectivement le cas.
ou entre un même pays. Alors, les autres leaders du shipping européen, nous sommes à l'heure actuelle déjà en contact avec les 3 que vous citez, MSC, Maersk et Hapag. Ils n'ont pas encore franchi le pas cette année. Ça veut dire aussi que c'est une certification qui est exigeante. C'est probable que certains d'entre eux nous rejoignent l'année prochaine. MSC, par contre, donc sur la filière conteneur, n'a pas adhéré, mais a adhéré sur la filière croisière. J'essaie de prendre à la volée assez rapidement. Oui, Sogestran, effectivement, un leader du fluvial. Antidia, quand vous voyez les questions, peut-être n'hésitez pas à les relire, parce que nous, on ne sait pas sur quelles questions Oh, pardon. vous allez. Alors, elles sont sur le chat, donc je pensais que tout le monde pouvait les lire. Ah elles oui, sont oui, pas dans oui. le question. Non, on les lit, mais du coup... Ah oui, parce qu'elles s'enchaînent, pardon. Ok, c'est ça. Oui, elles qu'elles s'enchaînent dans le chat et elles ne sont pas posées dans la question, donc j'essaie de... Ouais, de suivre aussi, ok. En conclusion, moi, je voulais vous redemander, peut-être, j'en profite puisque j'ai le micro, donc, sur le périmètre du label, on va s'adresser à des armateurs pavillons européens, mais sur leur périmètre mondial. Redites-moi, parce que vous me l'aviez dit, mais je pense que ça peut intéresser les... à des armateurs qui naviguent en Europe, qui ont leur siège en Europe. Oui. Donc, ce n'est pas forcément le pavillon qui va être le critère. C'est vraiment le siège social européen. Mais ça veut dire que ça concerne par contre tous leurs pavillons quand ils sont labellisés. Oui, bien sûr. Tous leurs bateaux. Ouais. Okay. Tous leurs bateaux qu'ils ont en propre, c'est-à-dire sur lesquels ils ont une faculté de contrôle du management. Par exemple, si c'est un navire qui est affrété 3 mois par an, ils n'ont pas la capacité de contrôle sur ce navire-là. Ça va être essentiellement ceux sur lesquels ils sont opérateurs permanents. Et je prends la question de Sophie Maladry. Est-ce que le label Green Marine mentionnera de manière particulière le transport à la voile? Alors, le label est technologiquement neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas citer ni la voile, ni le GNL, ni un autre. En revanche, vous l'aurez compris, souvent quand on a un transport à voile, on se situe dans les meilleurs niveaux de performance. Donc ça, c'est factuel. Et c'est aussi aux armateurs de faire la promotion de leur propre système de propulsion, de leur choix technologique. Donc Green Marine n'est pas là pour promouvoir un choix technologique, mais une performance environnementale globale. Mais on a plusieurs candidats qui, ou cette année ou l'année prochaine, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore officiels, dans le transport à la voile qui rejoignent la certification. Après, c'est très européen pour le coup, c'est un phénomène qui est beaucoup moins présent Amérique du Nord. N'hésitez pas, il nous reste un peu de temps pour une ou deux dernières questions. Vous avez déjà pas mal réagi, c'est Je permets peut-être d'en poser une, de savoir si dans les personnes qui sont présentes, qui sont dans le chat et qui ont participé à ce webinaire, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis en place des mesures pour s'intéresser à ces questions du transport maritime, ou est-ce que vous êtes plutôt débutant? Je me permets de remettre nos contacts à Mélisson. Vous m'auriez dit, Antidia, on aurait mis la question dans le sondage. Mais est-ce qu'ils vont nous répondre? Votre question, c'est est-ce qu'ils ont déjà travaillé ce sujet de l'amélioration de la performance environnementale de leur transport maritime? Du transport maritime acheté. Tout à fait. Merci Frédéric. Sachant qu'on va vous donner rendez-vous sans doute pour un prochain rendez-vous qu'on espère en physique au lancement de la route du Rhum, puisqu'on aura un groupe de travail dédié en physique à ce moment-là. On essaiera de mêler l'utile à l'agréable. C'est à quelle date ça? Novembre. Route du Rhum, c'est novembre. Ouais, d'accord.
En tout cas, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et vous avez besoin qu'on approfondisse la question avec vous, on le fera. Notez, Lionel. Et ne soyez pas paniqués, c'est rare que le sujet soit adressé encore dans les entreprises. C'est Donc pour si ça vous êtes qu'on a débutant, voulu vous êtes vous en déjà parler. pionnier. Bon, super. Écoutez, on va vous libérer. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du programme. Et puis, si vous ne l'avez pas, vous pourrez récupérer vous pourrez nous demander le support si besoin, et nous recontacter. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tous. Et merci Antidia, merci Philippine.